Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en spécialité physique-chimie. Dans la partie chimie, il s'agit de l'exercice Saint tombé au Liban en 2021, le jour 1, préparation d'une bière aromatisée. Un exercice sur 10 points, très complet sur la chimie, puisqu'il parle d'ester, de synthèse, de catalyseurs de rendement, de facteurs cinétiques, la spectroscopie infrarouge, titrage conductimétrique, avancement et critères d'évolution. D'abord l'introduction. Depuis l'Antiquité, les bières sont produites selon le même procédé à partir de 4 constituants: l'eau, le malt, le houblon et les levures. L'origine des ingrédients et les différentes étapes de transformation vont apporter à la bière sa couleur, sa saveur ou encore son amertume. Entre 250 et 300 espèces chimiques présentes dans la bière proviennent des huiles essentielles du houblon, parmi lesquelles plus de 60 esters différents, dont les plus importants sont l'acétate d'éthyle, l'acétate d'isoamyle, l'acétate d'isobutyle, l'acétate de phényl, l'hexanoate d'éthyle et le caprylate d'éthyle. Afin d'intensifier la saveur fruitée d'une bière, on peut rajouter, en fin de fabrication, un ester dont la réaction de synthèse va être étudiée dans un premier temps, partie 1. La qualité de l'eau utilisée étant très importante dans la fabrication de la bière, l'analyse d'une eau de brassage sera effectuée dans un second temps, partie 2. Les deux parties sont indépendantes. Partie 1, synthèse d'un ester au laboratoire. L'ester, noté E, dont la formule semi-développée est représentée ci-après, permet d'obtenir un arôme de fruits rouges qui peut servir pour intensifier le goût d'une bière. Donc voici l'ester, dont on reconnaît bien la fonction caractéristique. C'est d'où liaison O, un O et un autre carbone avec une chaîne carbonée de chaque côté. Cet ester peut être synthétisé au laboratoire à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. La réaction modélisant cette synthèse est appelée réaction d'estérification. L'équation de la réaction d'estérification décrite dans le cas général avec R et R' chaîne carbonée est la suivante. RCOH plus R'OH donne RCOOR' plus H2O. Ils ont mis une simple flèche alors que au premier abord ça devrait être une double. Donc acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. Nous avons quelques données, les préfixes utilisés dans les règles de nomenclature en fonction du nombre d'atomes de carbone et le préfixe met, et, prop, but, etc. La masse volumique ρ en grammes par centimètre cube à 25 degrés pour l'acide carboxylique A et pour l'alcool B. Les masses molaires en grammes par mol de l'acide, de l'alcool et de l'ester. Un extrait d'une table de spectroscopie infrarouge avec les liaisons, les nombres d'ondes qui correspondent et l'intensité du pic. Ensuite, on a des remarques par rapport à ce tableau. C' signifie que l'atome de carbone est trigonal, c'est-à-dire relié à 3 voisins. Il a une double liaison et 2 simples. Il faut qu'il ait des H pour faire des pics. Et C' indique que l'atome de carbone est tétragonal, c'est-à-dire relié à 4 voisins, donc avec que des liaisons simples. 1. Nommer l'ester E et représenter sa formule topologique. Donc l'ester E, c'est celui-ci. Son nom, c'est hexanoate d'éthyle. Pourquoi? Parce que hexanoate, comme on nous le dit dans le tableau des règles de nomenclature, ça correspond hexane à 6 atomes de carbone. C'est ce qu'on a ici dans la chaîne principale. Comme c'est un ester, il faut que ça finisse par OAT. Et ici, on a CH2, CH3, c'est-à-dire un groupement éthyle. Comme il est en fin, on met un E à la fin. Il faut donner sa formule topologique. Donc la formule semi-développée qui est ici, je l'ai reproduite ici, avec des angles pour les liaisons, puisque pour passer à la formule topologique, il faut enlever les carbones et les hydrogènes fixés sur les carbones. Ce qui donne ça. On fait disparaître tous les carbones. Et on voit que la fonction ester est bien plus visible dans la formule topologique. 2. Écrire les formules semi-développées de l'acide carboxylique A et de l'alcool B intervenant dans la synthèse de l'ester E. Et nommer chacun d'eux. On a l'hexanoate d'éthyle.
La partie acide carboxylique, elle va correspondre à la première hexane ici. Donc c'est l'acide hexanoïque qui correspond à cette partie-là de la molécule. Sans le CH2OH avec un H à la place. Ça donne ça. Et l'éthanol, il correspond à cette partie-là de la molécule, sans toute la partie avec l'acide carboxylique, avec un H. OH. Donc le O d'ici, CH2, CH3. Pour obtenir l'ester E, on chauffe à reflux un volume d'alcool V-alcool égale 20 ml avec un volume d'acide carboxylique V-acide égale 43 ml en présence d'acide sulfurique. On obtient après séparation, rinçage et séchage une masse ME d'ester. Question 3. Justifier le double intérêt d'un chauffage à reflux. Un chauffage à reflux, il permet d'accélérer la transformation chimique puisqu'on chauffe, facteur cinétique, et il évite les pertes de matière puisque grâce au reflux, c'est-à-dire au réfrigérant, les vapeurs qui tentent de s'échapper vont se condenser et retomber dans le mélange réactionnel. 4. L'acide sulfurique joue le rôle de catalyseur lors de cette synthèse. Citez la définition d'un catalyseur. Un catalyseur accélère la réaction sans apparaître dans son équation. Question 5. Montrez que les réactifs sont dans des proportions pratiquement stoichiométriques et déterminer la valeur du rendement de cette synthèse. On va pour ça calculer les quantités de matière et on va commencer par l'acide. On connaît les volumes d'alcool et d'acide ajoutés. On connaît les masses volumiques pour l'acide et l'alcool ainsi que les masses molaires moléculaires de chacun. M c'est ρ fois V, donc pour l'acide ça fait 0,930 g par millilitre. En fait elle est donnée en grammes par centimètre cube, mais 1 millilitre et 1 centimètre cube c'est la même chose. Fois 43 millilitres, ce qui fait environ 40 grammes, ce qui est cohérent au niveau des unités. Grammes, millilitres, moins 1 fois millilitre, ça fait millilitres et millilitres moins 1 qui se simplifie, il ne nous reste que les grammes. Ensuite on calcule la quantité de matière en faisant petit m sur grand M, donc pour l'acide, 40,0 g divisé par 116,2 g par mol, environ 0,344 mol. Et on va faire la même chose pour l'alcool, M égale ρ fois V pour l'alcool, donc 0,789 g par millilitre fois 20 millilitres, environ 15,8 g. On divise par la masse molaire de l'alcool, 46,1, ce qui nous fait 0,343 mol. Donc, les quantités sont quasiment égales, les proportions sont stoichiométriques. Puisque les nombres stoichiométriques qui permettent d'équilibrer sont égaux. Il faut ensuite calculer le rendement. Donc le rendement, c'est la quantité réellement obtenue divisée par la quantité qu'on pourrait obtenir au niveau d'une réaction totale. Nmax pour une réaction totale, il serait égal à la quantité d'acide, qui est égale à la quantité d'alcool, c'est-à-dire 0,344 mol. Si on met une mol d'acide et une mol d'alcool, on obtiendra une mol d'ester et une mol d'eau, si la réaction est totale. La quantité réelle, on sait qu'on obtient 33,1 g d'ester après séchage. On a la masse molaire, donc on va pouvoir calculer la quantité réelle qui est égale à la quantité d'ester. C'est la masse d'ester divisée par sa masse molaire. 33,1 g sur 144,2 g par mol, 0,230 mol. Il ne reste plus qu'à calculer le rendement. 0,230 sur 0,344, les deux en mol, ça fait 0,667, soit 66,7%. Rendement classique pour une estérification. Pour améliorer le rendement de la synthèse, on réalise 3 synthèses en faisant varier différents paramètres expérimentaux. Pour chaque synthèse, un suivi temporel de la concentration en acide carboxylique est réalisé par titrage. Ce suivi conduit au tracé des courbes représentant l'évolution de la concentration de l'acide carboxylique en fonction du temps, c'est la figure 1. D'abord les 3 synthèses. La synthèse numéro 1 qui va nous servir de référence, la synthèse numéro 2 où on augmente la quantité d'alcool ajoutée, et la synthèse numéro 3 où on est dans les mêmes quantités que la synthèse numéro 1 mais avec une température plus élevée. Et la figure 1 qui nous donne l'évolution au cours du temps pour les 3 synthèses. 6. Identifier les conditions expérimentales en précisant le numéro de la synthèse pour lesquelles la réaction d'estérification est la plus lente. Préciser la courbe associée.
Donc réaction la plus lente, ça va être la synthèse numéro 1, parce qu'il n'y a pas de réactif en excès, et qu'on est à une température plus basse. Plus lente que la 2 et plus lente que la 3. C'est donc la synthèse numéro 1 qui est la plus lente. Et si on regarde sur le graphique, la synthèse la plus lente, c'est la A. Donc A égale 1. 7. Identifier les conditions expérimentales en précisant le numéro de la synthèse pour lesquelles le rendement de la réaction d'estérification est amélioré. Préciser la courbe associée. La synthèse numéro 2, ici, elle aura un meilleur rendement, puisque si on met un excès d'alcool, ça va déplacer l'équilibre dans le sens direct, si on ajoute un réactif. Et si on regarde sur les courbes, le meilleur rendement, ça correspond à la courbe C, puisqu'on fait disparaître plus d'acide carboxylique. Si on fait disparaître plus d'acide carboxylique en fin de réaction, ça veut dire qu'on fait apparaître plus d'ester, donc un meilleur rendement. Donc C égale 2. Les spectres infrarouges de chacun des réactifs avant la synthèse et du produit organique isolé et purifié après la synthèse ont été réalisés. Ils sont reproduits ci-après. Spectre 1, spectre 2 et spectre 3. Parmi ces trois spectres infrarouges, identifiez celui de l'ester, E, en précisant la démarche suivie. Donc l'ester, c'est lui. Il possède une liaison CO. S'il possède une liaison CO, il doit avoir un pic fort vers 1680-1740. Ça élimine le spectre 1. Parce que dans le spectre 1, il n'y a pas de pic fort ici. Il vaut mieux procéder par élimination quand on nous demande d'identifier les spectres. Ensuite, l'ester, il possède des liaisons C-tête-H. C'est-à-dire que les C qui portent des H, à chaque fois, c'est des C qui ont 4 liaisons. Par exemple, celui-ci, il a 3 liaisons avec l'hydrogène, plus une avec le carbone d'à côté. Celui-ci, il a 2 liaisons avec les hydrogènes, plus 2 avec les carbones d'à côté. Donc c'est toujours des C-têtes. Si on regarde C-têtes, ça veut dire qu'il y a un pic fort vers 2800-3000. Ça élimine le spectre 3, parce qu'ici le pic il est moyen, il n'est pas fort. Ça correspondrait plutôt à des CH tri. Et comme ça élimine le spectre 1 et le spectre 3, l'ester correspond au spectre 2. On voit le pic fort ici vers 1680-1740 et le pic fort vers 2800-3000. Partie 2. Étude de l'eau de brassage d'une bière brune. La composition de l'eau utilisée pour la fabrication d'une bière a une influence sur sa saveur ou sa couleur. Dans le cas d'une bière brune, l'eau doit contenir entre autres des ions chlorure à une concentration massique comprise entre 100 et 200 mg par litre. Dans cette partie, on souhaite savoir si une eau de source peut convenir au brassage d'une bière. À cette fin, les ions chlorure présents dans cette eau sont titrés par une solution de nitrate d'argent. Le titrage est suivi par conductimétrie. Des données, on nous donne les conductivités molaires ioniques à 25 degrés pour les différents ions qu'on va pouvoir trouver, NO3-, Cl-, Ag+, Na+. La masse molaire atomique du chlore, 35,5 g par mol. Et on a une première partie, étude de la réaction support du titrage. Pour que la réaction entre les ions argent et les ions chlorure soit adaptée pour réaliser le titrage, il faut que la transformation associée soit rapide et totale. On souhaite s'assurer qu'elle respecte ces conditions. C'est les deux caractéristiques d'une réaction de titrage qu'il faut connaître. Pour cela, on mélange dans un tube à essai un volume V1 égale 2 ml d'une solution aqueuse de chlorure de sodium, Na+Cl- de concentration 5 × 10-2 mol par litre, et un volume V2 égale 2 ml d'une solution aqueuse de nitrate d'argent, Ag+NO3-, de concentration C2 égale 4,25 × 10-2 mol par litre. On observe la formation immédiate d'un précipité blanc, solide, identifié comme étant du chlorure d'argent. L'équation de la réaction modélisant cette transformation est Ag plus Ag plus Cl moins Ag donne AgCl solide. La valeur de la constante d'équilibre de cette réaction à 25 degrés est K égale 6,4 × 10 puissance 9. Question 9. Montrer qu'à l'équilibre du système chimique, l'avancement à l'équilibre Xec peut être déterminé par la résolution de l'équation suivante.
V1 plus V2 au carré fois C0 au carré, divisé par V1C1 moins X sec facteur de V2C2 moins X sec égale K, avec C0 qui est la concentration standard, 1 mol par litre. Cette équation du second degré en X sec admet deux solutions dont les valeurs arrondies sont X1 égale 1 fois 10-4 mol et X2 égale 8,5 fois 10-5 mol. Indiquez la solution qui peut être retenue pour ce système chimique. Pour trouver la relation avec K, il faut partir du fait que c'est QREC de cette équation-là. Donc AgCl c'est un solide, donc on met 1, on ne le compte pas. Ag+, donc on met Ag+ sur C0 puissance 1, parce que le nombre stoichiométrique est de 1, fois concentration de Cl- à l'équilibre sur C0 puissance 1. On peut enlever les puissances, ça nous fait 1 sur Ag+ sur C0 fois Cl- sur C0. Comme c'est l'inverse de ça, c'est comme si c'était C0 sur Ag+ fois C0 sur Cl-, soit C0 carré sur Ag+ fois Cl-. On a déjà avancé, on a fait apparaître le C0. Maintenant, il nous faut Ag+ à l'équilibre et Cl- à l'équilibre. Il nous faut donc les concentrations dans le mélange de volume V1 plus V2, puisqu'on a mélangé les deux solutions. Ça veut dire que la concentration de Ag+, c'est la quantité de Ag+ à l'équilibre divisée par V1 plus V2. Et la concentration de Cl-, c'est la quantité de Cl- à l'équilibre divisée par V1 plus V2. Je fais ça pour remplacer ici déjà et faire disparaître les concentrations. Donc Ag+ est remplacé par N de Ag+ sur V1 plus V2 et pareil pour Cl-. Si on peut regrouper, donc ça fait N de Ag+ fois N de Cl- sur V1 plus V2, le tout au carré, parce qu'il y a un fois entre les deux. On divise par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc on se retrouve avec V1 plus V2 au carré fois C0 au carré sur N de Ag+ à l'équilibre fois N de Cl- à l'équilibre. On se rapproche encore de l'expression qui nous est donnée dans le sujet. Il ne nous reste plus qu'à exprimer les quantités de Ag+ à l'équilibre. Pour ça, on va utiliser un tableau descriptif de l'avancement du système. Donc je mets l'équation, Ag+ plus Cl- donne AgCl. Dans cette colonne-là, il y aura la quantité de Ag+, ici de Cl- et ici de AgCl. On sait que pour Ag+, on a au départ 2 ml de concentration C2, un volume V2 de concentration C2, donc ça fait N égale C fois V, C2 fois V2. Pareil pour Cl- avec C1 fois V1. Et puis du HCl, on n'en a pas. Donc ici, parce que les nombres stoichiométriques sont de 1, ça fera C2V2 moins X, C1V1 moins X, et on obtient X. Ici, on va avoir C2V2 moins X sec, C1V1 moins X sec, qui est égal pour C2V2 moins X sec à la quantité de Ag+ à l'équilibre, puisque dans cette colonne-là, c'est la quantité de Ag+, et qu'on est à l'équilibre. Il ne me reste plus qu'à remplacer maintenant. N de Cl- à l'équilibre, je viens de trouver que c'était C1V1 moins X sec, N de Ag+ à l'équilibre, C2V2 moins X sec, je remplace là-dedans, ça nous donne ça, ce qui correspond à ce qu'on nous demandait de démontrer. Avec ici V1C1 au lieu de C1V1, mais comme les multiplications sont commutatives, je peux mettre dans un sens ou dans l'autre, ça n'a pas d'importance. 2 fois 3 égale 3 fois 2. Deuxième partie, il nous faut parler de l'avancement maximal, donc C2V2 moins Xmax va être égal à 0, ou C1V1 moins Xmax égal à 0, d'après le tableau. Donc ça veut dire que Xmax peut être égal à 8,5 fois 10-5, ou si c'est l'autre, les Cl- qui est le réactif limitant, ça nous fait Xmax égale 10 fois 10-5. On a les données, C1 et V1, donc il ne reste plus qu'à faire le calcul. On prend la valeur la plus petite des deux, toujours, parce que sinon on aurait des quantités négatives dans le tableau d'avancement. Et donc, comme Xsec est forcément inférieur ou égal à Xmax, la seule solution possible, c'est X2 égale 8,5 fois 10-5 mol. 10. Discuter si cette transformation est adaptée au titrage des ions chlorure. D'après la question précédente, on vient de voir que Xsec était égal à Xmax, était égal à 8,5 fois 10-5 mol. Ce qui veut dire que la réaction est totale. Et d'après les observations, on observe la formation immédiate d'un précipité blanc, la réaction est rapide. Donc, utilisable pour un titrage, puisque rapide et total. Deuxième partie, dosage par titrage de l'eau de source envisagée pour le brassage.
On prélève un volume V1 égale 100 ml d'une eau de source qu'on introduit dans un grand bécher dans lequel on plonge une cellule conductimétrique. A l'aide d'une burette graduée, on ajoute progressivement une solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration 1,00 x 10-2 mol par litre. La conductivité sigma du mélange dans le bécher, maintenu sous une agitation régulière, évolue en fonction du volume V3 de la solution de nitrate d'argent ajoutée. Le tracé de cette évolution est représenté en figure 2. La conductivité qui diminue au début et qui ensuite augmente. 11. Faire un schéma légendé du dispositif utilisé lors de ce titrage. Voilà un schéma légendé. On a la burette contenant la solution aqueuse de nitrate d'argent de concentration C3 égale 1 x 10-2 mol par litre. Le bécher qui contient 100 ml d'eau de source, un agitateur magnétique avec son turbulent et un conductimètre. 12. Justifier les évolutions de la conductivité sigma de la solution contenue dans le bécher avant et après l'équivalence. La conductivité initiale, elle est due aux ions chlorure et aux ions spectateurs qui sont présents dans le bécher, dans l'eau de source. Avant l'équivalence, à chaque ajout de Ag+, plus NO3-, les Ag+, réagissent avec les Cl-. Donc on a ajouté des Ag+, plus NO3- dans le bécher, où il y avait des Cl-. Et ce qu'on a dans le bécher après, c'est des AgCl solides, qui n'interviennent pas dans la conductivité, plus des NO3-. Donc tout se passe comme si les NO3- venaient remplacer les Cl- qui sont dans le bécher. Et comme la conductivité molaire ionique des NO3- est inférieure à celle des Cl-, 7,1 pour 7,7, la conductivité diminue. En plus, on a un effet de dilution, donc on a la conductivité qui diminue. Après l'équivalence, on continue à ajouter des Ag+, plus NO3-, qui ne réagissent pas, et donc qui vont augmenter la conductivité. C'est ce qui se passe ici. Après l'équivalence, c'est toujours plus simple. 13. Indiquer si la teneur en ion chlorure de l'eau analysée peut convenir à la fabrication d'une bière brune. Le candidat est invité à prendre des initiatives, à indiquer les hypothèses qu'il est amené à formuler et à présenter la démarche suivie même si elle n'a pas abouti. La démarche suivie est évaluée et nécessite d'être correctement présentée. Donc, l'objectif c'est de déterminer si l'eau est utilisable. Donc pour ça il faut trouver la concentration massique en ion chlorure, puisqu'on sait qu'elle doit être comprise entre 100 et 200 mg par litre. On va donc déterminer la quantité d'ion chlorure grâce au titrage qu'on vient d'étudier. À l'équivalence du titrage, vu l'équation, on a n de Ag+ à l'équivalence sur 1 égale n de Cl- initial sur 1, ce qui nous fait n de Cl- égale C3 fois le volume à l'équivalence, qui est égal à la quantité de Ag+. Il nous faut donc déterminer le volume à l'équivalence. Pour ça, on trace la droite avant l'équivalence, la droite après l'équivalence, qui passe par les points au moins les plus proches de l'équivalence, et on trouve le volume à l'équivalence qui est d'environ 12 ml. On doit pouvoir être plus précis, mais bon, ça nous suffira. 1 x 10-2 x 12 x 10-3, 1,2 x 10-4 mol. La masse d'ion Cl- dans V1, c'est m égale petit n fois grand M. Donc, comme la masse molaire atomique, c'est 35,5 pour le chlore, et que la quantité de matière, c'est 1,2 x 10-4 mol, on multiplie par 35,5 et on obtient la masse dans les 100 ml. Et il nous reste à calculer la concentration en masse des ions Cl-, donc masse divisée par volume, 4,26 x 10-3 divisé par 100 ml, donc 0,100 litres, ça nous fait 4,3 x 10-2 grammes par litre, soit 43 mg par litre. L'eau de source ne convient donc pas puisqu'elle est avec une concentration inférieure à 100 mg par litre et qu'il nous fallait entre 100 et 200. Voici pour cet exercice très complet.